Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Je crois qu'il est dans l'intérêt supérieur de mon parti et du pays que je me retire et me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. 24 jours après le débat désastreux contre Donald Trump, Joe Biden a renoncé ce dimanche 21 juillet à porter la candidature démocrate à la Maison-Blanche dans une lettre adressée aux Américains et publiée sur X. Déclaration juste après laquelle il a offert son soutien total à Kamala Harris. Démocrate, a-t-il dit, il est temps de s'unir et de battre Trump, c'est ce qu'il faut faire. Alors si la vice-présidente n'est pas officiellement désignée par le parti, il faudra attendre pour cela la convention démocrate organisée dès le 19 août à Chicago. Elle a recueilli ces dernières heures les soutiens de nombreux poids lourds du parti, dont ceux de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, d'Alexandra Ocasio-Cortez, d'Elizabeth Warren ou encore de Bill et Hillary Clinton. Enfin, ActBlue, le groupe démocrate de collecte de fonds, a vu les dons affluer après l'annonce. Près de 50 millions en quelques heures, un record. Bref, le camp démocrate se remobilise, on l'a vu dans les réactions sur Twitter et dans la presse américaine. On sent quand même, Jean-Marie Alain, un certain soulagement dans ce camp démocrate. Oui, c'est un soulagement, mais qui sera peut-être de courte durée, parce qu'il faut faire attention. La campagne va être tout à fait différente. On entre dans un autre processus électoral. Et vous disiez tout à l'heure, à juste titre, que ça galvanise les démocrates, mais ça galvanise aussi le camp Trump, qui va redoubler d'agressivité vis-à-vis de la nouvelle candidate, si c'est elle qui est candidate. Parce que, comme l'a dit l'ancien président Obama, le Parti démocrate entre aussi momentanément dans une période assez trouble, parce qu'il va falloir justement que de cette période et ce processus inédit sorte en effet la candidature de Kamala Harris. En tout cas, pour Joe Biden, c'est quelque chose... Il était menacé au fond. On peut dire, son premier mandat, il a en 2020 sauvé la démocratie face à Donald Trump. Et il risquait d'être celui qui était en passe de sacrifier cet objectif à son destin personnel. Donc là, il revient au contraire à une gestuelle, à une attitude qui est plus conforme à ce que l'on sait de lui et à l'idée qu'il avait en effet à cœur, avant toute chose, de défendre la démocratie. Alors c'est un rapprochement un peu absurde, mais lorsque le roi George III avait appris que le général Washington limitait sa présence au sommet de la Nouvelle République à 2 mandats, il avait dit si c'est le cas, ce sera le plus grand homme du monde. Et bien là, le fait que Joe Biden limite sa mandature à un seul mandat en fera quelqu'un de plus grand qu'il n'aurait été s'il avait persévéré. Il faut remarquer aussi que si c'est bien Kamala Harris qui l'emporte, ce qui est le plus vraisemblable, je pense qu'il n'y aura pas de surprise à attendre de ce point de vue-là, c'est le profil sans précédent de cette élection dans l'histoire des États-Unis. Vous avez d'un côté une femme de 59 ans face à un homme de 78 ans qui finit mal ses phrases et qui a l'air plus fatigué qu'il n'est d'habitude à la suite de l'attentat dont il a été la victime. Vous avez une femme noire, de père jamaïcain et de mère indienne, face à un homme blanc qui incarne d'ailleurs le nationalisme blanc aux États-Unis. Vous avez une femme qui est une magistrate, une procureure, face à un repris de justice, condamné déjà dans une affaire criminelle à New York, condamné pour agression sexuelle au civil et qui aligne une litanie de condamnations pour escroquerie et faillite frauduleuse. Vous avez une femme qui défend l'IVG et les droits des femmes en la matière contre un homme qui a nommé à la Cour suprême 3 juges qui ont fait que la Cour suprême a une majorité et laquelle majorité a supprimé en juin 2022 la garantie constitutionnelle de l'avortement aux États-Unis. Vous avez ainsi 2 Amériques face à face et 2 Amériques qu'on ne peut pas confondre. C'est historique comme configuration ou comme profil électoral. On peut ajouter simplement que Donald Trump a choisi comme colistier quelqu'un qui est ouvertement hostile à l'avortement. Donc, c'est pour ajouter à la démonstration d'Alain. Dans ce que vous nous dites, Alain, dans ce portrait, de ce face-à-face que vous résumez dans votre intervention, on voit bien qu'il y a effectivement 2 Amériques qui s'affrontent, mais ces 2 Amériques, elles vont s'affronter dans certains swing states, parce que ce sont ces swing states qui vont faire basculer l'élection. Est-ce que Kamala Harris est la bonne représentante démocrate pour justement ravir ces États au camp républicain à Donald Trump ? Beaucoup va dépendre
de son colistier, de la personne qui sera sur le ticket démocrate pour accompagner Kamala Harris jusqu'à la Maison-Blanche, pour tenter de conquérir la Maison-Blanche. Et là, ça va se jouer dans ces États qui balancent, si vous voulez. Ça va pas se jouer sur les côtes, ça va pas se jouer en Californie, ça va pas se jouer sur la côte Est non plus. Ça va se jouer dans 3 États. En Pennsylvanie, dans le Wisconsin et dans le Michigan. C'est dans ces 3 États que Donald Trump et Kamala Harris vont véritablement s'affronter pour emporter le vote des électeurs indépendants. Ce sont les électeurs qui tantôt votent républicains, tantôt votent démocrates. C'est là, et beaucoup va dépendre, à ce moment-là, beaucoup va dépendre de la personne qui sera sur le ticket démocrate pour être vice-président. Je pense que ce sera un homme et vraisemblablement un gouverneur. Mais quelles sont les thématiques justement qui doivent être défendues dans ces États-là? Est-ce que c'est des thématiques économiques, des thématiques culturelles? Quand vous parlez du Michigan, on pense bien aux ouvriers et à la Rust Belt, mais est-ce que ça va être justement ces thématiques-là qui vont être portées du coup dans la campagne par le colistier de Kamala Harris et aussi dans le programme démocrate? Bien sûr, ça sera dominé par la situation économique et sociale, avec probablement un peu de chance, puisque les taux d'intérêt vont, semble-t-il, baisser aux États-Unis, ce qui va faire baisser le prix du logement, le mortgage que vous devez payer tous les mois, et ce qui devrait enfin se répercuter aussi peut-être sur les prêts pour l'automobile, pour l'université, bref, la vie quotidienne des Américains. Mais il y aura un point clé, c'est celui de l'interruption volontaire de grossesse, c'est celui de l'électorat féminin. C'est là où Kamala Harris mène une bataille. Elle a fait déjà à peu près la moitié des États sur ce thème. Elle, à côté de Joe Biden, elle est véritablement en campagne, encore plus que le président d'ailleurs. Donc il y a des questions comme ça, comment on les appelle, sociétales, qui vont jouer un rôle, bien sûr. Jean-Marie, justement, on a vu que Joe Biden avait perdu un petit peu les électeurs, la jeunesse, ainsi que les minorités après son soutien à Israël. Est-ce que Kamala Harris est à même de pouvoir compenser ces pertes-là et de pouvoir récupérer ces minorités qui semblaient échapper à Biden? Alors de ce point de vue-là, il va y avoir un moment important, c'est la visite de Netanyahou aux États-Unis, puisqu'il est prévu qu'il intervienne devant le Congrès. Il était aussi annoncé qu'un certain nombre d'élus démocrates boycotteraient la prestation de Netanyahou devant le Congrès. Donc je ne sais pas ce qui sortira de cette visite et probablement il faut s'attendre malgré tout que Netanyahou continue d'aider ses partenaires du Parti républicain et donc notamment de Donald Trump dans cette affaire. Sur les minorités afro-américaines, un des derniers actes de campagne de Joe Biden a été de s'adresser à cette communauté, à la fameuse association dont était le leader, le révérend Martin Luther King, et qui avait rencontré à ce moment-là une salle enthousiaste et vraiment très, très déterminée à le soutenir. Donc là, je ne suis pas sûr que Kamala Harris prenne un grand risque. En même temps, les campagnes aux États-Unis, c'est compliqué parce que, regardez, Joe Biden, par exemple, était qualifié d'escroc par Donald Trump. Donald Trump étant lui-même un escroc, n'hésitait pas à brocarder Joe Biden comme un escroc en reprenant au fond ce qui lui était reproché et en finissant par créer autour de lui une sorte de réalité alternative. Et en répétant un certain nombre de mensonges, ça devenait pour un certain nombre d'Américains une situation ressentie ou analysée comme telle. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans cette campagne. Ce qui est sûr, c'est que la brutalité de Donald Trump ne baissera pas d'un cran face à Kamala Harris et on ne sait absolument pas si l'opinion mordra ces arguments qui vont être à nouveau des arguments, j'allais dire de bas étage, mais qui produisent leur efficacité. Donc là-dessus, je pense qu'il faut attendre de voir. De son côté, Kamala Harris a déjà préparé une campagne assez vigoureuse sur le thème du fait qu'elle a elle-même condamné des prédateurs sexuels et qu'elle va devoir aujourd'hui affronter un prédateur sexuel. Donc, et je ne sais pas si ces arguments-là porteront sur une partie du public acquis à Donald Trump, qui est le véritable gourou du Parti républicain aujourd'hui. Alain, est-ce que vous pouvez nous dresser en quelques mots un rapide portrait de Kamala Harris? Si vous voulez, on peut ajouter ça au profil de cette bataille électorale. Vous avez d'un côté
la fille d'immigrants, père et mère, chacun venu de l'immigration, mais qui vont réussir une intégration remarquable par la force du diplôme et du travail. Le père de Kamala Harris est un économiste, un étudiant en économie, qui vient faire sa thèse à Berkeley. Il fait une thèse particulièrement brillante et il est pris comme grand professeur à l'université de Stanford. Sa mère étudie la biologie et la médecine, devient une spécialiste du cancer et est appelée au Canada par l'université McGill pour enseigner. Et elle va faire son droit, va gravir les échelons dans la magistrature, du côté du procureur. Elle est d'abord procureure à San Francisco, et puis elle est procureure générale de Californie. On lui fera pas non plus de procès d'être faible en matière de répression du trafic de drogue ou choses comme cela. Voilà son profil. Elle, c'est vraiment l'élite américaine venue, qu'il s'agisse des parents ou de leurs filles, en l'espèce, venus de la méritocratie universitaire. Alain, Kamala Harris a fait un mandat en tant que vice-présidente. Elle a été en charge, il me semble, du dossier de l'immigration. Est-ce qu'on peut dresser un bilan de sa vice-présidence? Oui, s'il s'agit de l'immigration, ce bilan est catastrophique. Et c'est là-dessus que les républicains vont l'attaquer, et c'est de bonne guerre d'ailleurs. Elle a été en charge depuis le début, depuis les premiers jours du mandat de Joe Biden. Elle était en charge de la situation à la frontière avec le Mexique. Or, visiblement, l'administration Biden n'a pas pris au sérieux ce qui se passait à la frontière avec le Mexique, c'est-à-dire une vague d'immigration illégale sans précédent. Illégale et légale sans précédent. Mais pour vous dire les chiffres de l'année 2022, c'est 2 500 000 immigrants illégaux. Dans toutes les grandes villes des États-Unis, vous avez des petites tentes igloos avec des immigrés illégaux qui, ici et là, font la manche. C'est vrai à New York, c'est vrai à Chicago, c'est vrai à Washington, dans la capitale fédérale. Et donc, le pays a été submergé par une vague d'immigrants qu'il n'a pas contrôlée ou mal contrôlée, alors que sans doute il le pouvait. Alors bien sûr, on pourra discuter des responsabilités des démocrates et des républicains en la matière durant ces 3 années et demie passées, mais enfin, c'est elle qui était en charge de ce dossier. Alors, voilà, elle sera attaquée là-dessus, et je crois que c'est de bonne guerre, et elle aura d'autres arguments, notamment celui du droit à l'avortement ou de la protection, de la garantie constitutionnelle pour l'avortement. Elle est de nature, si vous voulez, à faire venir les jeunes aux urnes, et c'est le plus important. Il faut que les électeurs démocrates ne s'abstiennent pas. Or, dans les sondages, un fort pourcentage d'électeurs démocrates s'abstenaient si Joe Biden était le candidat du parti. Mais naturellement, Kamala Harris ne va pas faire une campagne ethnique, si vous voulez. Elle fera comme Barack Obama. Elle entend être la présidente de tous les Américains et la candidate du plus grand nombre possible d'Américains. Voilà, il faut que les électeurs démocrates aillent voter. S'ils ont voté, cela peut très largement changer le profil de cette élection. Vous avez dit, Alain, en ouverture de cet épisode, qu'il n'y avait pas de doute que ce soit Kamala Harris qui porterait les couleurs démocrates à la présidentielle en novembre. Pourtant, il faut que ce soit acté le 19 août, dès le 19 août à Chicago. Comment ça va se passer? Les délégués démocrates vont revoter. On sait qu'il y en a déjà 500 à l'heure où on enregistre ce podcast qui sont pour Kamala Harris sur les 3500, 4000 qui doivent se prononcer. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau un vote? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Probablement, il y aura, avant la convention, il y aura les désistements, ce dont vous avez parlé, puisque d'une certaine manière, dans sa lettre, Joe Biden, qui est le récipiendaire de ces 4000 délégués, Joe Biden désigne Kamala Harris, alors de manière un peu informelle, mais enfin il la désigne quand même comme étant la personne qui doit lui succéder à la Maison-Blanche, qui pourrait lui succéder à la Maison-Blanche. Il ne donne aucun autre nom. Et donc il n'y a pas de règle, je crois. Il n'y a pas de règle. Le choix définitif peut se faire à la Convention, pas forcément avant la Convention, mais à la Convention. L'important est de donner le sentiment de l'unité du Parti démocrate. La dernière fois que ça s'est passé mal, c'était d'ailleurs dans la ville de Chicago, en 1968, et la gauche ou les centres-gauches se sont affrontés pour finalement se mettre d'accord sur un candidat centriste, Humphrey, qui a été écrasé par Richard Nixon. Donc il y a de mauvais souvenirs lorsqu'on arrive à la Convention sans savoir exactement qui sera le candidat du parti. Mais là, je crois qu'il y aura un grand effort d'unité de la part des démocrates pour ne pas que se reproduise le très mauvais précédent de 1968 à Chicago.
En tout cas, il y aura une procédure avec un vote parce que les démocrates vont mettre un point d'honneur à faire en sorte que ce soit une procédure transparente, ne serait-ce aussi que parce qu'il faut désigner un colistier. Et donc, ce ne sera pas une personne seule qui va être candidate. C'est un ticket, comme il est de règle aux États-Unis. Donc, il y aura forcément une procédure et un vote qui seront déclenchés au moment de la convention de Chicago. Ce colistier, Alain, vous en avez dressé le profil, défini le profil, mais est-ce qu'il y a des noms qui émergent d'ores et déjà dans les médias américains? Il y a Josh Shapiro, ça c'est très vraisemblable, gouverneur de Pennsylvanie, donc un des États importants. Et il y a Mark Kelly, sénateur de l'Arizona. L'Arizona est aussi un État important, un État qui balance et qui peut faire la différence au moment du comptage final. Donc le plus souvent j'ai vu ces deux noms, Mark Kelly, sénateur de l'Arizona, Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie. Je voulais rendre un hommage vibrant à Alain, parce que je me souviens d'une émission que nous avions fait ensemble il y a quelques mois. Et à l'annonce de la nouvelle candidature de Joe Biden, Alain avait poussé un cri de colère en disant non, ça n'est pas possible, c'est vraiment irresponsable et ça ne tiendra pas. Donc, dont acte, Alain avait raison avant Joe Biden. Voilà, c'était sur Slate. Merci Jean-Marie. Une dernière question quand même, Alain. Quelles sont les positions de Kamala Harris sur les questions internationales? Parce qu'on connaît celle de Joe Biden. Est-ce qu'ils sont alignés tous les deux, Biden et Kamala Harris? Est-ce qu'ils ont les mêmes points de vue sur Israël-Palestine et évidemment sur la guerre en Ukraine? Alors, ils n'ont pas été alignés sur Israël-Palestine. Alors, peut-être que c'était par accord, peut-être qu'ils s'étaient entendus de cette manière-là, mais Kamala Harris s'est distinguée pendant cette crise qui se déroule toujours, malheureusement, pendant la crise de Gaza, en insistant lourdement et à plusieurs reprises sur la tragédie humanitaire qui était celle des Palestiniens. Sur la question ukrainienne, elle est exactement dans la même ligne que Joe Biden. Il ne faut pas abandonner l'Ukraine. Il faut que l'Ukraine puisse être en position de négociation la moins mauvaise possible face à la Russie de Vladimir Poutine. Et enfin, en ce qui concerne le maintien des alliances, qu'il s'agisse des alliances des États-Unis en Asie, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec les Philippines, ou qu'il s'agisse de la solidarité transatlantique avec l'Europe, avec l'OTAN, elle est exactement dans les pas de ceux de Joe Biden. Merci Alain, merci Jean-Marie d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui se passe actuellement dans la campagne américaine. Et je vous donne rendez-vous après le 19 août et la convention de Chicago et la très probable investiture de Kamala Harris. Merci messieurs et à très vite pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.